La première chose que je voudrais montrer, c'est des instruments qu'utilisent les personnes électrosensibles pour se défendre. Heureusement, pour ces personnes-là qui ne peuvent pas tolérer les ondes électromagnétiques, les 2 tiers, c'est les radiofréquences, l'autre tiers, c'est les basses fréquences, et il y en a qui sont sensibles aux deux et également sensibles aux produits chimiques. Il y a des petits appareils comme celui-ci. Ça, c'est un cornet. Et on voit très bien ici qu'on a, là, c'est en milliwatts par mètre carré, donc on a 66 ou 200. Si j'allume mon ordinateur pour le Wi-Fi, naturellement, il va y avoir des impulsions qui vont sortir. Et donc, on ne perçoit pas directement ces impulsions-là, mais elles sont présentes dans notre environnement un peu partout. Il est où le routeur ici? Avec un appareil comme ça, on peut mesurer les radiofréquences et on peut également mesurer les basses fréquences. Comme actuellement, on est dans un endroit où il y a, mon Dieu, à peu près une 60aine de nanotesla, ce qui est au-dessus des seuils biologiques. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes tous affectés biologiquement par l'environnement de basse fréquence et que vous avez probablement une légère affectation, si vous êtes électrosensible, vis-à-vis des radiofréquences. Et maintenant, on a des appareils qui sont de moins de 200 $, qui sont de plus en plus performants avec l'analyse spectrale pour pouvoir identifier des sources. Donc, je vais vous parler aujourd'hui la 5G et l'environnement, les opinions divergentes vis-à-vis des impacts sur la santé des ondes électromagnétiques, les arguments d'innocuité et le retour à la réalité, en d'autres termes, ce que je considère plus exact comme description des risques comparé à ce que Santé Canada peut vous raconter, les conséquences pratiques et 5G et l'information. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a un routeur Wi-Fi dans une pièce, bien, ça émet des impulsions comme ça. Lorsqu'on les démodule, naturellement, ce sont des impulsions électromagnétiques qu'on n'entend pas, effectivement, mais qui sont présentes dans l'environnement. Et dans un iPad, il y a à peu près 5 antennes, parce que ces antennes-là ont toutes des bandes très étroites. Ils doivent émettre pour différentes fonctions, donc les antennes sont différentes, mais il y a un tas d'antennes qui foisonnent, donc l'environnement électromagnétique s'enrichit en fonction du temps. Donc, divergence d'opinion. En bas, ici, vous avez les recommandations de l'Institut des ingénieurs en électricité et en électronique, de la FCC aux États-Unis, Federal Communications Commission, et du Code 6 de Santé Canada, qui vous dit que 10 millions de microwatts par mètre carré, c'est OK. Ces limites-là sont basées essentiellement sur un critère de chaleur. On prend des animaux, on les chauffe avec des micro-ondes au point où leur comportement est altéré, et on se dit, ça, c'est l'observation la plus reproductible et la plus sérieuse, les rats arrêtent de courir, et j'utilise cette limite-là, que je divise par un certain facteur de sécurité, pour arriver à cette limite de 10 millions. En haut, vous avez les radiations cosmiques naturelles. Oh mon Dieu, c'est un millionième de microwatts par mètre carré. Il y a un gros rapport entre les deux. Donc, un de mes arguments, moi, pour croire à l'action des ondes électromagnétiques, c'est que les systèmes biologiques ne s'adaptent pas à des agents qu'ils ne rencontrent pas. Donc, on a naturellement le champ statique de la Terre, on a les radiations du Soleil, mais tout ce qui est entre les deux, c'est des radiations dont on n'avait pratiquement pas de connaissance. Et vous voyez ici, par exemple, que le début des changements de perméabilité pour la barrière hémo-encéphalique ou hémato-encéphalique en français? Oui, hémato-encéphalique, bon, autour de 4000. Naturellement, quand on a 10 millions, il se passe des choses. Et les gens en biobiologie disent que si vous êtes électrosensible et que vous voulez avoir la paix, il vous faut 0,1 microwatt par mètre carré. Donc, il y a une dimension extraordinaire vis-à-vis des limites qui sont considérées comme étant utiles par différents individus. Par exemple, l'Association médicale autrichienne dit que pour les hypersensibles, il faut moins d'1 microwatt par mètre carré. Donc, il y a énormément. Le docteur Carpenter, lui, croit qu'autour de 1000, ce serait acceptable, dans le sens qu'on pourrait utiliser des systèmes cellulaires, mais qu'on n'abuserait pas de la santé de certaines personnes. Peut-être qu'on éviterait des cancers, des choses comme ça. Donc, effectivement, on a énormément de différentes opinions et les gens qui tiennent aux critères thermiques et ceux qui tiennent à d'autres critères
ont des opinions très différentes dans le sens où plus de 240 scientifiques qui étudient la question des ondes électromagnétiques ont envoyé une lettre à l'ONU récemment pour dire « le 5G, attendez, c'est complètement inapproprié ». Donc ça, c'est assez important, ça s'appelle en anglais le 5G Appeal. Donc ils disent que le 5G va substantiellement augmenter l'exposition aux ondes électromagnétiques dans l'environnement et que cette exposition-là est déjà considérée comme étant dommageable. En d'autres termes, on n'a pas d'exposition sur le 5G, donc on n'a pas d'expérience, donc on n'a pas d'épidémiologie sur ce que ça va faire. Mais on se base sur ce qu'on a vu dans le passé pour dire que ça n'est pas une bonne idée. Donc, comment est-ce que le 5G est différente des ondes électromagnétiques d'autrefois? Autrefois, on avait des antennes qui émettaient dans toutes les directions. Si, par exemple, vous avez un téléphone cellulaire d'ancienne génération, c'était un simple fil recroquevillé qui émettait un peu partout. Donc, il y avait 50 des radiations qui aboutissaient dans votre tête. Maintenant, on commence à avoir des émetteurs par secteur et on commence à avoir des antennes qui vont avoir des extrêmement directionnelles. Donc, vous voyez, c'est entre 3 et 10 degrés pour concentrer l'émission. Et ça, c'est fabriqué, ces patrons d'antennes-là, avec un grand nombre de dipôles. C'est une technique qui est extrêmement ancienne. Ce n'est pas quelque chose qui est une innovation remarquable comme M. Wheeler de la FCC le fait entendre. En 1981, les Russes avaient dans leur M31 le Zaslon N007 qui fonctionnait exactement comme ça. Ce sont des radars qui sont capables d'envoyer des impulsions pour détecter des avions ennemis et c'est important pour un avion de chasse d'être capable d'abattre la compétition. Donc, malheureusement, avec des techniques comme ça, on va avoir des faisceaux très concentrés de radiation. Ça veut dire que les expositions humaines vont être beaucoup plus concentrées qu'auparavant. Auparavant, on vous irradiait accidentellement parce que vous étiez dans l'environnement général, mais là, maintenant, vous allez être visé. Donc, ces impulsions-là vont être quand même assez puissantes et assez focalisées. Et pour moi, physiologiquement, le fait que l'exposition change rapidement en fonction du temps, c'est important du point de vue de la variation physiologique. Pourquoi les ingénieurs font ça? C'est que quand on va dans les plus hautes fréquences, ce qui est attendu jusqu'à peut-être 80 GHz dans le cas de la 5G, les applications normales actuellement là, des anciennes générations fonctionnent autour de 1 ou 2 GHz. Mais pour avoir une plus grande capacité en bits par seconde, on va augmenter notre bande passante et on peut faire ça en allant dans des fréquences de plus en plus élevées. Avec une bande passante plus grande, il y a plus de bits. Il faut cependant noter que la capacité, c'est également relié à la force du signal et divisé par le bruit. Donc, à mesure que les applications de l'Internet des objets vont augmenter, il va y avoir de plus en plus de bruit. Donc, c'est peut-être les premières applications qui vont bénéficier d'un champ libre, et en fonction du temps, ces applications-là vont avoir de plus en plus de difficultés à fonctionner. Un autre problème dans le 5G, c'est que, essentiellement, la perte qu'on a vis-à-vis d'un signal, ça dépend de quoi? Ça dépend de la distance, ça c'est simplement l'inverse du carré de distance. Mais on a également le fait que des ondes plus petites, avec des toutes petites longueurs d'onde, non seulement vont offrir les insectes, qui vont résonner avec ces longueurs d'onde-là, mais effectivement, une antenne est beaucoup plus petite. Donc, il faut avoir un signal un peu plus élevé si on veut avoir quelque chose. Et on a également le problème de la transparence vis-à-vis de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Donc, dans le 5G, on doit avoir des intensités plus élevées. Et c'est pour ça qu'il y a eu un conflit avec la ville de Bruxelles où on disait, pour faire fonctionner ça, on a besoin d'élever les limites d'exposition humaine. Mais ça, c'est une tradition des ingénieurs. Lorsqu'il y a un problème vis-à-vis de leur équipement, on change les limites de sécurité. On dit aux humains que finalement, on pensait que ce n'était pas sécuritaire avant, mais maintenant, ça le devient. Donc, ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Bon, avec ces ondes électromagnétiques-là, je peux faire une variété de choses. Et à l'intérieur du 5G, il y a ce qu'on appelle MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Ça veut dire que les signaux qui vont vous parvenir pourraient vous parvenir de plusieurs antennes. Il y a certains de mes collègues au New Hampshire qui sont inquiets de ça, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a le contrôle de ce système-là pourrait prendre les signaux d'un paquet d'antennes et les focaliser pour vous, sur vous.
Ça permettrait de contrôler des choses comme, par exemple, est-ce que je pourrais vous donner le cancer avec une programmation de ce réseau-là qui a une grande puissance d'émission combinée? Est-ce que je peux changer, altérer votre intelligence avec ces ondes électromagnétiques-là? Donc, il y a des gens qui sont très inquiets du fait qu'on a un grand contrôle sur, je dirais, l'exposition en un point donné avec des systèmes de ce type-là. Les militaires chinois sont inquiets de ceci du point de vue de l'efficacité de leurs forces armées. En d'autres termes, ils sont relativement avancés vis-à-vis, je dirais, de l'examen des conséquences cérébrales et sur les réflexes et sur le jugement vis-à-vis de ces expositions-là. Maintenant, je veux parler un peu des arguments d'innocuité. En d'autres termes, on vous a raconté, et vous croyez probablement, la majorité probablement d'entre vous pense que ces radiations-là, ça ne fait rien. Apparemment, on a réussi à vous vendre ça. Premièrement, c'est une radiation qui est invisible. On ne voit rien. Mais on a l'expérience de choses de ce genre-là dans le passé. Comme par exemple, on ne pensait pas que la pollution de l'air était un grand risque. Mais il a fallu qu'en 1952, 14 000 personnes meurent en 4 jours à Londres pour qu'on se rende compte que, ouais, peut-être qu'un événement relativement spectaculaire comme ça peut changer notre idée vis-à-vis des impacts sur la santé de quelque chose qu'on croyait être un signe de prospérité. Une cheminée, ça veut dire qu'il y a du travail. Mais finalement, le smog, on sait maintenant que c'est mauvais pour la santé. Vers les années 20, lorsque General Motors a décidé de mettre du plomb dans l'essence, c'est pas qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des effets neurologiques du plomb. Les Romains, ils le savaient. Donc, il y a des entreprises qui prennent des décisions vis-à-vis de certaines applications techniques. General Motors aurait pu mettre de l'éthanol, mais l'éthanol n'était pas brevetable. Donc, ça changeait les revenus de l'entreprise. Donc, c'est un message pour vous dire que les gens qui vous vendent des choses ne sont pas nécessairement de votre côté. Et pour ce qui est des changements climatiques, bien, vous savez la situation où on en est. Ça a été une foire de consommation de combustibles fossiles. Et là, maintenant, on est un peu au pied du mur. Et avec les radiations électromagnétiques, c'est un tout petit peu la même chose, tout simplement parce que je dirais, la quantité de radiation a augmenté très progressivement au cours du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout d'un coup. Alors, pour ne pas vous inquiéter, on vous a dit, mais c'est des radiations non ionisantes. Donc, c'est pas grave. Ça n'ionise pas. J'ai un collègue du New Hampshire qui a un argument relativement profond vis-à-vis de ça. Il dit, ben oui, mais le corps est déjà ionisé. Si vous êtes un chimiste, vous savez qu'on est plein d'ions. Donc, la question, ce n'est pas si on est capable d'ioniser. La question, c'est quelle est l'interaction de ces gens-là avec des charges à l'intérieur du corps. Malheureusement, il y a eu une influence énorme des militaires sur je dirais, dans la détermination des standards. En 1966, quand les standards, les limites ont été trouvées aux États-Unis, on était dans l'ère de quoi? On était dans la guerre froide, on était à l'ère de Spoutnik. Les Américains se sentaient humiliés et ils ne voulaient absolument pas ralentir le déploiement militaire. Donc, on a utilisé un standard, une limite d'exposition basée sur la chaleur, parce que les militaires comprenaient très bien que si on utilise une limite comme ça, on va pouvoir déployer tous les systèmes qu'on veut. Et, du point de vue des militaires, c'était essentiel, parce qu'on ne perd pas de guerre à cause du cancer. On ne perd pas de guerre à cause des maladies chroniques, mais on perd des guerres parce qu'on n'a pas des radars suffisamment bons et qu'on n'a pas suffisamment de télécommunications. Alors, quand ils ont déterminé le standard, c'était qui les gens qui étaient sur le comité? Bien, il y en avait 10 qui étaient dans l'armée américaine. Il y en avait un qui était sur l'Institut du pétrole, un de l'administration spatiale, un de General Dynamics, ils font des chasseurs, un du Trésor américain et une seule personne des services de santé américains. Donc, vous voyez que c'était un petit peu biaisé. Donc, ce que je vous demande, est-ce qu'un risque qui est acceptable pour un pilote dans son F-16 est nécessairement acceptable pour ma petite fille
de 6 ans qui est en première année et qui a un routeur au-dessus de la tête. Ce n'est pas nécessairement exactement, je dirais, la même situation. Non seulement les expositions ont augmenté en passant par les systèmes d'énergie, en d'autres termes, ça c'est les lignes d'hydro, le AM, le FM, la télévision, et les téléphones cellulaires qui initialement étaient des ondes analogiques et qui sont, à partir de la deuxième génération, 3G, 4G et 5G, devenus des ondes impulsives. Donc, on vous a dit que ces impulsions-là, ce n'était pas grave, que ça n'avait aucune importance, et on fait la moyenne sur le temps, et on utilise uniquement la chaleur pour déterminer les limites. Donc, si vous êtes capable de croire qu'un coup de poing, c'est la même chose que de prendre une marche, peut-être que vous pouvez accepter ce genre de limites-là. Donc, au cours du temps, en fonction de la fréquence ici, vous voyez que nos doses de radiation ont augmenté de manière continue et que là, avec certaines applications très, je dirais, très focalisées, on approche effectivement des limites thermiques. Essentiellement, l'industrie a utilisé un standard très élevé, mais on arrive à la limite de ce qu'ils voulaient et ils proposent d'augmenter le standard parce que peut-être la race humaine a changé entre-temps, mais c'est plutôt que les applications sont devenues de plus en plus gourmandes. Retour à la réalité. Il y a des charges dans le corps humain qui peuvent être manipulées par des champs électromagnétiques. On vous a dit que c'était non ionisant. Mais, comme je l'ai expliqué tantôt, on a des ions dans le corps. Et on a non seulement des ions, mais on a des électrons et on a des protons dans le corps, les mêmes protons qui font du pH. Donc, il faut examiner si ces champs-là sont capables d'interagir avec ces mouvements de charge-là. Et ce que je vous montre ici, c'est l'oxydation phosphorylative. Est-ce que je peux vous demander comment vous pesez? Vous pesez combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait combien? 53 kilos. 53 kilos. Bon, mais cette dame-là a besoin de 53 kilos d'ATP chaque jour. En d'autres termes, vous en avez besoin de beaucoup. Et c'est ce processus-là qui fait l'ATP. Et ce processus de production d'ATP, il dépend de quoi? Des mouvements de protons et des mouvements d'électrons. En d'autres termes, si on est capable d'influencer le mouvement des protons dans le corps et le mouvement des électrons, on a une interaction avec les ondes électromagnétiques. Les ingénieurs, la manière dont ils voient les choses, c'est qu'un morceau de cuivre, on appelle ça en physique un gaz de Fermi dégénéré. En d'autres termes, un électron peut se propager là-dedans aussi loin que le morceau de cuivre. La différence, c'est que dans les systèmes biologiques, il y a des charges libres, mais elles peuvent se déplacer seulement sur des nanomètres de distance. Donc, il y a une grande différence. Mais le fait que ces charges-là ne vont pas loin, ça ne veut pas dire qu'on n'influence pas les processus biologiques. Donc, il y a des éléments très importants pour le métabolisme, les protons et les électrons, qui répondent aux ondes électromagnétiques, et je vais vous expliquer exactement comment ça se fait. Le second argument, c'est que ces champs-là sont beaucoup plus petits que d'autres choses dans la nature, et donc, par conséquent, ils ne peuvent rien faire. Ils sont plus petits, par exemple, que le champ statique de la Terre, qui est à 50 microtesla. Si vous pouvez recevoir des arguments de ce genre-là, bien, les virus sont beaucoup trop petits, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter du coronavirus. En réalité, l'argument n'a aucune valeur. On peut faire des capteurs de champs magnétiques de diverses méthodes. On peut les faire par induction. On fait tout simplement une bobine de fil et par la loi de Faraday, on va détecter des champs magnétiques. On peut également utiliser l'effet Hall, qui est une manière un peu différente. Mais je vais vous montrer des capteurs qui sont extrêmement sensibles. Ça, ce sont des détecteurs de champs magnétiques qui sont basés sur le spin des électrons. En d'autres termes, s'il y a un électron qui est libre, on peut l'orienter avec un champ magnétique dans une direction ou dans une autre. Et sa sensibilité de ces
choses-là qui sont vendues, c'est de 0,2 nanotesla à 100 Hz, 0,002 nanotesla à 10 000 Hz, et ils sont sensibles jusqu'à 2 GHz. Donc, on sait comment construire de très petits objets, fractions de micromètres, qui sont capables de détecter les champs magnétiques sur la base du fait qu'on flippe le spin d'un électron. Donc, une sensibilité comme celle-ci pourrait vous permettre d'expliquer toutes les observations qui sont sous-thermiques, je dirais, dans la littérature scientifique. Donc, ça, c'est la limite en milliwatts par mètre carré qui est permise par notre gouvernement fédéral. Et ça, ici, ce sont toutes des observations qui, en fait, sont en dessous de la limite thermique. Donc, ce sont des observations qui ne sont pas expliquées si on considère que c'est la chaleur qui est l'ingrédient actif. Mais avec le mécanisme que je vous ai expliqué tantôt, tout ça est explicable. Parce que de faire un changement de flip sur le spin d'un électron qui est libre, ça demande pratiquement aucune énergie du tout. Mais qu'est-ce que cette chose-là, ces capteurs-là, ont à faire avec la biologie? En fait, c'est assez surprenant, mais en réalité, ils ont tout à faire. Donc, vous voyez une cellule, les mitochondries. Dans un œuf humain, il y a 1/3 de million de mitochondries. Dans une cellule de votre cœur, il y en a 50 000. Les mitochondries individuellement, je pense qu'on arrive à cette... Voyez-vous, une mitochondrie, c'est un objet un peu compliqué, mais c'est une ancienne bactérie, et elle contient ce qu'on appelle de l'ATP synthase, qui est l'enzyme qui produit l'ATP, dont cette dame a besoin de beaucoup de kilos pour survivre à chaque jour. Donc, on a un enzyme en particulier dans le corps qui produit l'ATP. Pardon, qu'est-ce que c'est l'ATP? Adénosine triphosphate. C'est la source vitale d'énergie du corps humain. En d'autres termes, le gouvernement ne peut pas aller en banqueroute, il ne peut pas ne pas avoir d'argent, les cellules ne peuvent pas manquer d'ATP. OK? Donc, à l'intérieur d'une mitochondrie, on a des paquets d'ATP synthase qui sont tapissés, et dans cet espace intermembranaire, une caractéristique très spéciale, c'est que le pH est à 1. En d'autres termes, c'est extrêmement acide. Alors, plus le pH est bas, plus on a déterminé que les champs magnétiques de basse intensité avaient un impact sur la mobilité des protons. Donc, dans le processus de la synthèse de l'ATP qui est ici, on a besoin de protons qui sont libres et qui sont créés par le complexe 1, 2, 3, 4 de l'oxydation phosphorylative, avec des transferts d'électrons. Finalement, on a une concentration très élevée de protons qui passent à travers l'ATP synthase et qui produisent de l'ATP. Donc, si vous regardez, par exemple, dans le complexe, ça c'est le complexe 4, on a des protons et des électrons qui sautent d'un endroit à l'autre avec des délais variables, ce qui explique que toutes les fréquences électromagnétiques n'ont pas nécessairement le même impact. Donc, on a une discrimination vis-à-vis de la fréquence. Maintenant, dans le complexe 1, on voit qu'il y a des distances que des électrons individuels doivent franchir pour faire fonctionner cette enzyme-là. Ça, ce que ça indique, c'est qu'à différentes intensités, on va bloquer une partie plus ou moins grande de cette enzyme-là, de cette circulation d'électrons-là. Et finalement, un enzyme comme celui-ci, si l'ATP synthase est inhibé, il va avoir tendance à libérer des électrons dans l'environnement cellulaire qui vont augmenter la quantité de radicaux libres. Alors, une des choses qu'on voit directement lorsqu'on applique des ondes électromagnétiques sur des systèmes biologiques, c'est que l'ADN devient instable. Et la raison pour laquelle l'ADN, qui est illustré ici, devient instable, c'est que l'ADN est stabilisé par des ponts d'hydrogène. En d'autres termes, les protons oscillent entre les deux moitiés de l'ADN. Et si on change la mobilité des protons, on va rendre l'ADN moins stable. Et là, maintenant, je suis au point de vous montrer
comment marche cette enzyme très, très spéciale-là? ATP synthase is a molecular machine that works like a turbine to convert the energy stored in a proton gradient into chemical energy stored in the bond energy of ATP. En réalité, les champs électromagnétiques agissent fondamentalement dans l'arrivée des protons vers cette enzyme-là. En d'autres termes, on sait qu'autour d'une valeur de 20 nanotesla, vous êtes exposé à ça, à plus que ça la plupart du temps, la mobilité des protons est réduite par un champ magnétique alternatif. Donc, vous changez la quantité d'ATP qui est produite. Et ça doit être géré par une enzyme qui s'appelle AMPK-alpha. Donc, tous vos processus cellulaires sont influencés. Et un proton dans l'eau, ça bouge relativement vite. Et la plupart des gens ne se rendent pas nécessairement compte de ça, mais ça, c'est une simulation. Le proton est en vert. Et lorsque vous appliquez un champ magnétique à de l'eau pure, le proton ne peut pas se libérer d'une molécule d'eau tout à fait aussi facilement. Il y a à peu près 20 de variation dans la possibilité d'émission d'un proton. Donc, une autre caractéristique très importante, c'est que ces canaux-là, à travers lesquels les protons passent, sont des canaux qui ont la même configuration que la glace. Ils sont à 37 degrés centigrades, mais en utilisant la dispersion Compton de neutrons, on s'est rendu compte qu'ils sont stabilisés pour former essentiellement des canaux spécialisés qui permettent de passer des protons de manière très facile. J'ai ajouté un proton ici, là, qui normalement ne devrait pas être là. Et essentiellement, les hydrogènes oscillent entre deux oxygènes et un proton libre, ici, peut passer au travers. Donc, c'est un système balistique. Dans l'ATP synthase, il y a un champ de 187 kV par centimètre qui permet aux protons de passer à travers le canal d'eau. Et les champs électromagnétiques peuvent influencer la facilité avec laquelle le proton passe. Donc, de la glace, ça flotte parce que ça augmente de volume, parce qu'il y a des trous dedans. Et la nature utilise cette configuration-là pour essentiellement faciliter la production d'ATPS. Et finalement, si on voit comment la glace est formée, on voit clairement qu'on a des ouvertures. Si on alterne le spin des électrons qui sont en bordure, on a exactement la même configuration pour focaliser des électrons ou des protons. Ça, c'est l'équivalent de l'ATP synthase, essentiellement, pour focaliser du canal essentiellement dans une expérience de particules élémentaires. Donc, ce canal-là est fait de manière exquise pour permettre le passage des protons. Et dans les 2 milliards d'années pendant lesquelles il a évolué, il n'a jamais été soumis à aucun champ électromagnétique. C'est quoi les conséquences pratiques d'être exposé au champ électromagnétique? Bon, la première chose, c'est qu'on a créé une population de personnes électrosensibles. Des gens qui, probablement en partie à cause de variations génétiques, ce n'est pas des mutations, ce sont des variations génétiques naturelles. S'ils ont ce qu'on appelle des variations du glutathion 0,0 homozygote, ces gens-là sont beaucoup plus susceptibles d'être électrosensibles parce qu'ils ne peuvent pas détoxifier les radicaux libres qui sont créés par l'exposition aux ondes électromagnétiques. De plus, on a des évidences dans des modèles animaux. Ce sont de très grosses études qui, au cours du temps, ont confirmé que les ondes électromagnétiques des téléphones cellulaires produisent du cancer. Donc, je parle de 4288 rats et de 2180 souris qui ont 3 ou 4 fois plus de cancer que normalement lorsqu'ils sont soumis aux ondes électromagnétiques. Et j'aime me rappeler ça parce que parfois, lorsque
je présente ces idées-là, on me dit, mais vous êtes très, très partial, docteur Héroux, vous étudiez ça. C'est beaucoup plus difficile de convaincre des rats et des souris d'avoir des cancers lorsqu'ils sont exposés parce qu'ils ne savent pas. Donc, ce n'est pas une histoire psychologique, c'est extrêmement réel. Et je viens tout juste de publier un article de la self-promotion que je fais. C'est une étude où je prends des cellules de leucémie et je les expose à de l'oxygène et je les expose à des champs magnétiques. On se rend compte que les champs magnétiques sont plus puissants pour créer des radicaux libres que l'oxygène. L'oxygène, on en a besoin. On ne peut pas vivre sans. Mais les champs magnétiques, ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Pourquoi on ne le fait pas? C'est une bonne question. Donc, là, les conséquences pratiques de tous ces systèmes de télécommunication-là, en grande partie, c'est que depuis que on parlait de Cambridge Analytica a déterminé qu'on pouvait s'aider à gagner des élections, il y a beaucoup de grosses organisations qui se disent que faire de l'acquisition de données, c'est très, très important. Donc, si on considère les tendances de l'industrie actuellement, beaucoup des applications visent à acquérir de l'information, comme les compteurs intelligents, qui permettent essentiellement, si un compteur intelligent émettait une fois par mois, on n'aurait pas de personnes qui réagissent. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils font beaucoup plus que ça. Donc, on peut savoir beaucoup de choses à votre sujet vis-à-vis d'un compteur intelligent. De la même chose, les systèmes qu'on déploie, les lampadaires intelligents, ce sont également des systèmes qui sont riches en potentiel d'information. En d'autres termes, des caméras, des systèmes de l'Internet des objets et d'autres. Même Boris Johnson nous avertit que l'histoire des villes intelligentes, c'est possiblement quelque chose qui peut être utilisé de manière hostile. Dans le sens, est-ce qu'on veut avoir une société où des gens ailleurs savent beaucoup plus de choses sur vous que vous-même n'en savez? Donc, toutes ces applications techniques-là, qui sont possibles par des ingénieurs, est-ce qu'on veut qu'elles soient déployées ou non? Et ça, c'est une maison au Japon qui est totalement transparente. Ça symbolise ce que c'est l'Internet des objets. On va vous vendre des choses, puis il va y avoir des émetteurs. Ma voiture me harcèle pour que j'irradie des informations ailleurs. Le problème, vraiment, c'est que la situation actuelle permet une augmentation incontrôlée de l'irradiation humaine aux ondes électromagnétiques, des ondes qui, essentiellement, sont néfastes pour la santé. Et essentiellement, on n'a pas de contrôle sur cette exposition-là. L'augmentation d'exposition est contrôlée par l'industrie qui veut vendre des choses. Également, ces applications-là ont tendance à extraire de l'information de chez vous sans votre consentement. Donc, c'est un problème. Et moi, je dirais qu'aux États-Unis, on laisse libre cours à l'industrie jusqu'à ce qu'on ait des problèmes. Et là, à ce moment-là, le système légal arrive à des situations où on va faire des class action lawsuits, des recours collectifs. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près une semaine, Robert Kennedy Jr. a annoncé qu'il allait poursuivre la FCC, la Federal Communications Commission, pour avoir caché au peuple américain les vrais impacts des radiations électromagnétiques pour leur santé. Et finalement, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand le gouvernement canadien vous dit que c'est correct, le gouvernement canadien supporte en quelque sorte un état de choses. Le gouvernement canadien engrange environ 1 milliard par année à louer l'environnement électromagnétique à toutes sortes de compagnies. Et généralement, les gouvernements ne veulent pas changer les choses. Mais depuis 1776, notre ami Adam Smith, qui est l'apôtre du capitaliste, nous avertit de ne pas laisser les marchands faire les règlements. En d'autres termes, si vous laissez les marchands totalement libres, ils ont des intérêts qui divergent de ceux de la population. Alors, c'est pour cette raison-là qu'à mon avis, le 5G, et en particulier parce que la 5G qui veut fonctionner à plus haute fréquence, consomme beaucoup plus d'énergie que la 4 ou la 3 ou la 2G. On est dans une situation où ça va augmenter de 2 %
la consommation globale d'énergie pour des bénéfices qui, je crois, sont absolument marginaux. En d'autres termes, c'est un mensonge de dire qu'on a besoin de la 5G pour les voitures autonomes. C'est un mensonge de dire qu'on a besoin de la 5G pour la chirurgie à distance. On peut faire tout ça avec des systèmes de fibre optique qui sont beaucoup plus modestes du point de vue des besoins en énergie et qui sont beaucoup plus difficiles à, je dirais, à espionner. Et donc, on est en train de nous donner une technologie qui est inférieure, qui met beaucoup d'emphase sur le sans-fil. Ça a été causé en grande partie par le fait qu'aux États-Unis, le sans-fil a été déréglementé et ça permettait tout simplement aux compagnies de faire beaucoup plus de profit que s'ils passaient des vraies connexions. Donc, est-ce que je suis dans mon temps? Oui? Ça va? OK.